Donc bonjour, voilà, comme Fanette m'a demandé de dire à peu près comment les choses allaient s'articuler, je trouve que c'est formidable d'avoir Henri Pénard-Ruiz avec nous, grand spécialiste et érudit de Victor Hugo. Donc je vais vraiment laisser la parole à Henri, on en a parlé un peu, et puis je rebondirai par rapport à la pièce de Hugo, et j'ai envie de dire le Hugo, pourquoi j'ai aussi choisi Hugo, c'est pour ce qu'il est, politiquement, mais poétiquement aussi. Et que ce qui, moi, me touche beaucoup dans Hugo, c'est cette inséparation du politique et du poétique, ce travail de la langue qui est toujours la même histoire avec ce que je fais depuis des années, ce qui m'intéresse au théâtre et ce que je cherche. Et je pense que Hugo est un exemple toujours vivant, intempestif, qui parle à tout le monde pour tout le temps, à cause de ça. Mais du coup, je préfère laisser dans un premier temps, bien sûr, la parole à Henri, et je rebondirai sur 2-3 choses par rapport à cette pièce Mangeront-ils. Voilà. Bon, bonjour et merci Muriel. Je suis passablement ému c'est ma première prise de parole publique quasiment depuis la disparition de mes amis Charb, Polanski et les autres de Charlie Hebdo, des défenseurs impeccables parce qu'eux n'étaient pas saisis par le clientélisme électoral qui fait qu'on parle de la laïcité en principe et qu'on la foule aux pieds en pratique. C'était des artistes, et l'art est à mes yeux au-dessus de tout. C'était des artistes qui avaient mis leur art au service de la défense d'une cause qui apparemment est évidente, mais qui n'est pas si évidente que ça, puisqu'il y a des gens qui ne cessent de dire qu'il faudrait ouvrir la laïcité, l'affubler d'adjectifs. Je crois que effectivement, Charlie a payé très cher la clarté de son propos, et je voudrais leur dédier tout simplement ces quelques moments de réflexion à bâton rompu sur Victor Hugo. Donc j'ai une pensée pour eux, parce que effectivement, depuis qu'ils sont partis, déchiquetés par une Kalachnikov à cause d'un dessin prétendu violent, comme disent certains irresponsables qui mettent sur le même plan la violence d'un dessin et la violence d'une mort brutale provoquée par une Kalachnikov, quels irresponsables! Ceux qui osent dire ils l'ont bien cherché, trouvant des circonstances atténuantes au tueur. Pardonnez-moi, je ne peux pas séparer l'indignation de l'émotion. Donc merci beaucoup, vraiment, à l'Hexagone et aux personnes qui font vivre la culture dans cette belle et bonne ville de Grenoble. Merci de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de venir ici pour parler d'un poète, romancier, homme politique qui a toujours été pour moi une référence. Je ne suis pas, comme le dit Marielle, je ne suis pas érudit, Muriel, comme le dit Muriel, pardon, je ne suis pas érudit de Victor Hugo. Je suis simplement quelqu'un qui aime beaucoup Victor Hugo et qui a, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, donc en 2002, écrit avec un ami historien excellent 19e, il le fallait, puisque Victor Hugo naît en 1802 et meurt en 1885. Donc il parcourt tout l'éventail des régimes politiques de l'époque, depuis finalement le consulat, le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, 1848-1851, qui voit la conversion de Victor Hugo à la République, le Second Empire, qui voit Victor Hugo passer 20 ans d'exil à Jersey puis à Guernesey entre 1851 et 1871. Victor Hugo revient un jour à la gare du Nord. C'est un homme meurtri par l'exil et par les épreuves, acclamé par le peuple de Paris, qui dit « Vive les misérables, vive Victor Hugo ».
Et Victor Hugo dit en quelques instants, le peuple de Paris m'a consolé de 20 ans d'exil. Le dernier combat de Victor Hugo sera le combat pour les misérables qui ont été liquidés lors de la semaine sanglante par les Versaillais. Ce sera un combat pour l'amnistie des communards qu'il remportera 2 ans avant sa mort, puisqu'il obtiendra l'amnistie des communards en 1883, 2 ans avant de mourir. Donc je merci beaucoup de m'inviter à parler de Victor Hugo. Je suis toujours très ému de parler de Victor Hugo, et aujourd'hui encore plus. Je vais essayer de le faire aussi simplement que possible, mais je ne trouverais pas légitime de monopoliser la parole ou de faire un exposé ex cathedra, puisqu'on est théoriquement, Muriel et moi, en dialogue. Donc je vais essayer de cibler mon propos. Il y a beaucoup à dire. Je vais être partiel par rapport au combat de Victor Hugo. Disons d'abord, commençons par un propos très banal. Victor Hugo est un visionnaire. Victor Hugo a anticipé par ses prises de position politico-sociales tous les grands problèmes du XXe et peut-être même du XXIe siècle. Une petite idée de la panoplie des combats de Victor Hugo. Donc Victor Hugo, je vais aller très vite, on ne va pas rentrer dans la biographie parce que ça serait trop long. Victor Hugo naît dans une période qui est très troublée, qui est l'après-révolution. Bonaparte cède la place à Napoléon. Bonaparte, c'est qui? C'est le soldat de la Révolution. C'est celui qui bat les armées monarchistes. Et donc, en tant que soldat de la Révolution, Bonaparte est pour Victor Hugo un grand homme. Mais Bonaparte devient Napoléon. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. Ce siècle avait 2 ans, 1802, la naissance de Victor Hugo. Et Napoléon, c'est celui qui va se lancer dans des guerres de conquête typiquement ancien régime. Les troupes françaises en Espagne sont censées, pour Goya, apporter le progrès, mais Goya est appelé avec mépris par certains Espagnols el afrancesado, celui qui s'est rallié aux Français et qui a trahi. Et la réaction espagnole, une réaction cléricale, une réaction passéiste, monarchiste, a l'habileté de faire confondre la lutte contre l'invasion d'un pays par un autre avec la lutte contre la Révolution. Donc effectivement, il y a une grande ambiguïté dans la résistance des Espagnols aux troupes françaises, mais une ambiguïté qui n'est pas vraiment étonnante. Il s'agit finalement de refuser une intervention militaire qui est perçue, qu'on le veuille ou non, comme une violation de la souveraineté de l'Espagne. Et donc, Victor Hugo, qui est enfant à l'époque, fils d'un général d'Empire, Léopold, Victor Hugo éprouve l'ambivalence de le Janus biface qu'est Bonaparte devenu Napoléon. Napoléon, coup d'État, commence par le 18 Brumaire. Et la mère de Victor Hugo, qui trompe son mari depuis une belle lurette, le couple ne marche pas, la mère de Victor Hugo est monarchiste. Et elle influence beaucoup son fils, et le jeune Hugo sera d'abord monarchiste. Mais un monarchisme très étrange qui va voler en éclats à la première occasion. Il est monarchiste simplement par influence maternelle, et un premier incident qui est gravissime va brouiller Hugo avec la monarchie. C'est l'atteinte à la liberté des artistes. Victor Hugo publie une pièce en 1827 qui s'appelle Marion Delorme. C'est un jeune poète, déjà un peu célèbre, et les conseillers du roi censurent la pièce. On arrête les répétitions, et le roi, percevant que Victor Hugo, qui est quand même déjà bien connu,
est assez furieux, lui offre une pension royale. Hugo, qui pour l'instant, pourtant à l'époque, ne roule pas sur l'or, écarte. Pas question, je pas de votre pension. Et là, il perçoit très bien ce qu'était la monarchie d'Ancien Régime, le mécénat. Je te paye, mais tu règles ton art sur l'orthodoxie que j'impose. Vous savez d'ailleurs, un pape avait commandé à Michel-Ange le jugement dernier, l'admirable jugement dernier sur la chapelle Sixtine, et quand le pape découvre cette splendeur, avec des corps nus, exaltés, où l'on exalte la nudité, il tombe à genoux, il prie, il espère bien qu'il sera du bon côté dans le jugement dernier, et le pape suivant va appeler Daniele da Volterra, qu'on appelle un braghettone, c'est-à-dire un culottier, qui va repeindre sur les parties qu'on ne saurait voir, cacher ce sein par de pareils objets. Les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées. Vous vous souvenez de Tartuffe, dans Tartuffe, de Molière dans Tartuffe, et il avait tout compris déjà. Et c'est d'ailleurs une formidable actualité. Cacher ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes et Dorine répond: vous êtes bien prompt à vous échauffer, monsieur. Je vous verrai tout nu du haut jusqu'en en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Comme quoi ce n'est pas à la femme de cacher son corps, mais à l'homme de maîtriser ses pulsions. Renversement, effectivement, total, par Molière, de la tradition machiste qui sévit chez les islamistes. Donc effectivement, Victor Hugo rejette la pension et écrit déjà, il s'engage pour la liberté en art. Et l'art, c'est la satire, pour la liberté en art, pour la liberté de caricaturer, pour la liberté de la satire. Nos amis de Charlie n'étaient pas seulement des journalistes, hommes politiques, c'étaient des artistes. Ils maniaient le crayon et le feutre pour placer sous les yeux la virulence condensée d'une violence. Et à ce titre, ils étaient, comme Victor Hugo disait, des instituteurs du peuple. Ce qui est la finalité assignée par Hugo au poète engagé. Et donc, Victor Hugo se bat pour la liberté en art. Mais il découvre que la liberté, c'est son premier combat. Il découvre que la liberté ne peut pas se scinder dans des registres. Elle est totale ou elle n'est pas. C'est pas seulement la liberté en art, c'est la liberté de la presse. Plus tard, son fils, Charles Hugo, qui a été à bonne école, dénoncera l'horreur d'une exécution publique. Et Victor Hugo ira au procès qu'on fera à son fils en disant: mais c'est pas à mon fils qu'il faut faire un procès, c'est à moi. La peine de mort est un meurtre légal, dit-il. Et ça sera un des combats qu'il mènera avec la liberté, le combat dans le sillage de Beccaria pour l'humanisation des peines. Quand un homme tue un homme, cela effraie la pensée. Quand les hommes tuent un homme, cela la consterne. Victor Hugo. Ça se passe de commentaires. Donc, Victor Hugo se bat pour la liberté, pour l'humanisation des peines, et il découvre que la liberté ne peut pas se monnayer, ne peut pas se fragmenter. De la liberté en art à la liberté d'écriture, de l'artiste qui gagne sa vie avec son travail, notion de droit d'auteur, et non pas en dépendant des grands de ce monde avec un mécénat, la conséquence est bonne. Il se bat pour la liberté, pour le travail salarié par droit d'auteur. Il se bat pour la liberté en art, dans la presse, pour la liberté d'expression. Et déjà, il découvre que la monarchie n'est pas la bonne formule. Il écrira dans Notre-Dame de Paris
1830-1831, premier grand roman. Il écrira « Toute civilisation commence par la théocratie et s'accomplit par la démocratie. Du pouvoir de Dieu au pouvoir souverain du peuple, démos. » Et déjà ce nous, on en parlait au téléphone en préparant cette chose avec Pluriel, déjà ce nous-là, la solidarisation de la démocratie et de la laïcité. Hugo, qui est profondément croyant, voyez le rôle qu'il fait jouer à l'évêque de Digne, qui voit dans Jean Valjean non pas l'ancien bagnard de Toulon, qui a volé un pain et qui fuit, mais l'homme qui gît en lui, nié par la misère sociale, mais révélé à lui-même par l'idée qu'il est homme. Vous vous souvenez de cet épisode extraordinaire des Misérables? Donc il a accueilli Jean Valjean, cet évêque de Digne, et Jean Valjean a le gîte et le couvert, et au petit matin, ne résistant pas à une pulsion non pas chromosomique, mais acquise par réaction à la société, vole les chandeliers d'argent de l'évêque. La police le reprend, le ramène chez l'évêque. « Ah, voilà, on a retrouvé votre voleur. »« Mais monsieur, je vous avais donné, avec les chandeliers d'argent, je vous avais donné aussi les couverts. Pourquoi les avez-vous oubliés ?» Et donc Jean Valjean l'a saisi. Il est traité comme un homme, invité à assumer sa liberté. C'est le premier grand roman existentialiste, Les Misérables. Jusqu'au dernier souffle, je suis libre de me redéfinir. Je suis responsable de mon être. La liberté n'est pas seulement éthique, elle est liberté ontologique. Mon être dépend de mon agir. Et cette invitation à faire le bien, à rompre avec la peau du bagnard, est effectivement le déclic qui met Jean Valjean sur la voie de celui qui va faire le bien désormais. Quand je dis que Les Misérables sont le premier grand roman existentialiste, c'est une façon de dire que les oubliés, les meurtris, les laissés pour compte, les opprimés, ceux que Walter Benjamin évoquera en parlant de la tradition des opprimés. Les opprimés peuvent faire appel de leur situation qui n'a rien de naturel, qui est un phénomène social. Et Victor Hugo, en écrivant les manuscrits préparatoires des Misérables, est déjà sur cette voie où il va découvrir non seulement la question de la liberté, mais aussi la question de l'égalité. Et Victor Hugo donc mène ses premiers combats pour toutes les formes de liberté, bientôt pour la liberté de choisir son gouvernant à travers la question du suffrage universel, mais une liberté qui, quand elle n'est pas éclairée par l'autonomie de jugement et la culture, peut conduire à restaurer d'anciennes servitudes, d'où la question de l'instruction publique, d'où la question de l'école et d'une école laïque, ce qui ne veut pas dire anti-religieux. Février 48, la République dite bourgeoise. Juin 48, une tentative de République populaire, mais qui sera noyée dans le sang. Et Victor Hugo se dit, mais comment se fait-il que ces hommes revendiquent dans la violence les droits alors qu'ils les ont? Il ne comprend pas. Il s'est rallié en février 48 à la République, mais il a encore une conception juridiste, formaliste. Ils ont le droit, il y a le suffrage universel, que veulent-ils de plus? Ce que les ouvriers qui n'ont pas de travail veulent, c'est que la liberté et l'égalité ne soient pas simplement formelles, des bulles vides. Ils veulent que ces principes soient assortis d'une réalité concrète. Ils veulent qu'il y ait une chair et une vie de ces principes à travers la réalité. Autrement dit, ils veulent l'émancipation socio-économique pour donner un sens profond à l'émancipation juridique et politique.
Et Victor Hugo fait ce cheminement parce que c'est un grand philosophe de la politique et pas seulement quelqu'un qui écrit des textes. Et c'est pourquoi, Muriel le disait tout à fait remarquablement tout à l'heure, c'est pourquoi la poésie ne peut pas être séparée de la politique. Mais pas au sens où la poésie se mettrait au service de la politique en sacrifiant ses propres exigences. Combien de poèmes dits engagés sont d'une nullité absolue? Je pense à l'Ode à Staline de Paul Éluard, qui, effectivement, pas seulement parce que c'était l'Ode à un dictateur dont on connaît la façon dont il a caricaturé le bel idéal d'émancipation qu'il prétendait défendre, mais parce que le poème n'est pas bon. Et un poème ne peut militer pour une noble cause que s'il est bon artistiquement. Donc l'art prime. C'est pour ça que je disais que l'art au-dessus de tout, parce que l'art, c'est l'activité par essence qui est à elle-même sa propre fin. Alors que la politique, c'est une activité qui, par essence, est de l'ordre des moyens. C'est pour ça que quand je dis « pour moi, l'art est au-dessus de tout », c'est parce qu'il est de l'ordre de la fin en soi. La personne humaine aussi est au-dessus de tout, parce qu'une personne est une fin en soi. Jamais une personne ne peut être réduite à un outil, à un instrument, à un moyen. C'est pourquoi Kant avait raison de dire « agis de telle façon que tu considères l'humanité de la personne d'autrui comme une fin et jamais simplement comme un moyen ». C'est pour ça que Charb, Honoré, Tinius et Wolinski n'ont jamais attaqué les hommes comme tels. Jamais, aucune ligne de Charlie Hebdo n'a mis en cause les personnes. Ils mettaient en cause les croyances, les conceptions, jamais les personnes. Ils ne sont donc en aucun cas justiciables du délit de racisme ou de xénophobie. Ce n'est pas la même chose de Philippe Tesson qui a osé écrire il y a 2 jours, qui a osé dire « ce sont les musulmans qui foutent la merde ». Ça, c'est un délit. Parce qu'on s'en prend aux personnes pour ce qu'elles sont, comme telles. Dans le racisme anti-juif, dans le racisme anti-arabe, on s'en prend aux personnes pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font. Là, on a le délit. Charlie n'a jamais été dans ce délit. Au contraire, ils ont toujours lutté dans la clarté et la limpidité la plus absolue contre toute forme de racisme, toute forme de xénophobie, toute forme de bêtise haineuse. Caricaturer le prophète n'est pas un délit. Oser dire ce sont les musulmans qui foutent la merde, c'est un délit. Et il faut que la ligne de démarcation soit clairement établie. Pardonnez-moi, j'ai l'air de faire un excursus hors sujet, mais non. Je pense que lorsque Victor Hugo défend ces misérables qui, dit-il, réclament le paradis avec les gourdins de l'enfer, il dit « on les réprime ». Mais quelque part, on a le sentiment que leur violence, qui n'est pas une violence contre les hommes, pourrait avoir un sens sans être forcément justifiée. Après s'être rallié à la République bourgeoise, Victor Hugo ne comprend pas les journées de juin 48, mais en même temps, il ne comprend pas la violence de la répression contre les ouvriers. Et dès lors, la question sociale est en chemin pour lui, et dans les manuscrits préparatoires des Misérables, on va retrouver des analyses absolument éblouissantes, comme dans les textes des Misérables où il fait une longue analyse des gens qu'on retrouve au bagne de Toulon, là où avait été Jean Valjean. Qui se retrouve au bagne de Toulon? Quels sont les délinquants qu'on retrouve au bagne de Toulon? Et il y a déjà presque une analyse sociologique de la délinquance chez Jean-Jacques, non pas chez Jean-Jacques Rousseau, mais pardon, parce que j'ai travaillé sur Rousseau tout à l'heure dans le train, donc je mélange un peu, mais c'est le retour du refoulé. Donc chez Victor Hugo, il y a cette idée. Je travaille sur Rousseau parce qu'il y a une idée commune à Rousseau et à Hugo, c'est la suivante. La liberté, c'est bien.
Mais sans un minimum d'égalité, la liberté est menacée. C'est Rousseau qui disait que la liberté implique que nul ne soit assez riche pour pouvoir acheter un autre homme et nul assez pauvre pour devoir se vendre au premier. C'est-à-dire que le rapport, le différentiel de richesse ou de pauvreté fait qu'un homme est à la merci d'un autre. Quelle est la liberté d'un chômeur en fin de droit de refuser un contrat de travail qui déconstruit sa vie? Elle est en principe totale. On ne met pas un revolver sur sa tempe pour qu'il signe le contrat. Monsieur, cette clause ne vous convient pas, mais vous êtes libre de ne pas signer le contrat. Et le mec en fin de droit, avec des loyers à payer et des enfants scolarisés, il est surtout libre, soit de se pendre, soit de signer. D'où l'idée, parfaitement perçue par Victor Hugo en même temps que par Karl Marx, qu'une liberté formelle qui ne s'assortit pas d'un contenu existentiel réel est une fiction, qui peut devenir même une mystification. Le chômeur en fin de droit qui s'entend dire « vous êtes libre de ne pas signer », alors qu'il sait très bien que la contrainte existentielle le pousse à signer. D'où l'idée qui va cheminer chez Hugo, et l'école de Jean-Jacques Rousseau est excellente pour lui, que sans un minimum d'égalité, qui ne signifie pas qu'on va tout niveler, trêve de caricature, mais qui signifie que le différentiel de richesse entre les uns et les autres ne doit pas être tel que par la disproportion, il engendre la dépendance. Entre Carlos Ghosn à 1 million d'euros par mois et le titulaire du RSA à 466 euros par mois, il est évident que le contrat qui va se nouer ne peut pas être un contrat d'homme égal à égal. Autrement dit, est-ce que la République bourgeoise, en s'en tenant à des droits formels, n'organise pas une fiction mystificatrice ?